Nous sommes avec Delphine Berger-Cornuel, qui est auteure illustratrice et qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Au Salon du Livre Jeunesse de Vigne, et qui a plusieurs cordes à son arc. Tout à fait. Donc auteure, illustratrice, avec des livres comme celui-ci, Rouge et Bleuet, qui travaille sur le sensible, puisque l'idée c'est de parler d'amour et de parler de l'amour des tout petits. Voilà, c'est un livre, on va dire, où je suis vraiment sur l'émotionnel. C'est une histoire un peu personnelle que j'ai vécue et que j'ai voulu retransmettre dans ce livre sur le chagrin d'amour des tout petits, en fait, des enfants. En partant du principe qu'il ne faut pas le relativiser, il ne faut pas le négliger non plus. Nous, à notre époque, en tout cas, quand on était petit, quand on avait un chagrin d'amour, nos parents avaient tendance à nous dire « mais c'est pas grave, tu es petit, ça passera ». Et en fait, non, j'ai appuyé dessus, c'est un message en fait, donc je le vends, enfin, il se vend à peu près aussi bien aux tout petits qu'aux grands-parents, qu'aux adolescents, parce que c'est un message que je transmets aux tout petits, mais à leurs parents aussi, en leur disant, voilà, si un chagrin d'amour, ce n'est pas rien, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas envoyer paître l'enfant en disant, c'est pas grave, ça te passera. Donc en même temps, c'est un message d'espoir, parce que c'est un livre qui se termine bien sûr. Donc c'est un message d'espoir pour le tout petit, pour l'enfant qui est en peine d'amour. Et en même temps, un message pour la maman ou le papa qui lira le livre à son enfant pour lui dire, voilà, tenez compte de ce qu'il vous dit, écoutez ce qu'il a à vous dire, rassurez-le, mais ne lui dites pas, c'est rien, tu auras le temps, ce genre de choses. Oui, donc c'est un support, effectivement, pour un dialogue constructif. Voilà, c'est un message surtout en tant que maman. Je suis maman moi-même de 3 enfants et j'ai toujours, voilà, je parle beaucoup à mes enfants et je pense que ça a aidé mes enfants à traverser toutes les étapes qu'on traverse quand on est petit. Voilà. Mais tous les parents ne prennent pas forcément, sans vouloir juger, ne prennent pas forcément le temps d'aller en profondeur avec leurs enfants. Alors ce regard un petit peu qu'on pourrait peut-être qualifier d'intergénérationnel, on va le retrouver dans Papinou a disparu. Tout à fait. Et donc là, c'est le grand-père n'est plus là. Alors c'est pas qu'il soit mort. Non, il n'est pas mort. Mais il n'est plus dans la maison. Non, il n'est plus dans la maison. Donc celui-ci, c'est un auteur qui a écrit le texte, un autre auteur que moi, qui s'appelle Calouan, qui est une auteure de la région d'où je vis, dans le Var. Et oui, celui-ci est très axé sur la relation entre grands-parents et petits-enfants. Donc c'est un livre qui a été parrainé par l'association des grands-parents européens. Et c'est un grand-père en fait qui vit, donc on sous-entend qu'il est veuf, donc il vit avec sa famille, sa fille, son petit-fils qui est un lapin. Donc tout ça est évidemment personnifié par des animaux, par une famille de lapins. Et le grand-père, effectivement, disparaît un matin de la maison et c'est le petit-fils qui part à sa recherche, qui le retrouve. Et le grand-père était caché dans une cabane qu'il avait lui-même construite quand il était enfant et lui raconte. Et en fait, on se rend compte que le petit garçon, le petit-fils, n'imaginait pas son grand-père autrement que ce qu'il avait connu, donc grand-père. Et là, il découvre son grand-père avec sa vie d'enfant aussi. Donc c'est très axé sur la relation d'amour et la construction importante les liens qu'on doit créer et que les parents aussi doivent créer entre ces générations de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, quand on a la chance d'avoir aussi les arrière-grands-parents, et les petits-enfants. Il ne faut pas oublier l'enfant qu'on a été. Tout à fait. Et il faut essayer d'aider les enfants à comprendre aussi quel sera leur parcours de vie. Voilà. Alors même si effectivement les époques changent et on n'a plus tout à fait les mêmes références qu'avant, on ne peut pas toujours s'appuyer sur les mêmes choses. Il y a quand même dans la tradition ou même dans les motifs, toujours pareil, dans les motifs, dans le lien familial, c'est très important effectivement qu'on arrive à garder des familles sur plusieurs générations comme ça liées. Enfin moi personnellement, d'origine espagnole, on est très famille, donc mes enfants connaissent et ma grand-mère et voilà, j'essaye de maintenir un peu ce lien, on va dire familial, qui est important, le lien de sang. Alors, on a donc vu un premier travail où vous étiez auteure-illustratrice. Voilà. Là, c'était l'illustration. Là, c'était l'illustration. Encore une autre corde. Oui. Alors ça, on passe à un autre domaine, c'est l'édition. Oui, ça c'est assez récent, ça date de fin 2014.
Donc effectivement j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc je suis au départ on va dire illustratrice pour l'édition jeunesse en France, en Suisse, en Guyane aussi. Je m'étale un petit peu. Auteur, et récemment, donc en 2014, j'ai voulu ouvrir une toute petite, je dis vraiment toute petite, hein, parce c'est une toute petite structure éditoriale qui s'appelle Au Piquet Édition, où là à mon tour je fais travailler des gens, des auteurs et des illustrateurs dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et Au Piquet Édition, pourquoi avec ce petit logo de ce petit bonhomme et son bonnet d'âne dans un coin de la classe? C'est parce que cette maison d'édition est vraiment ciblée sur les enfants qui n'aiment pas la lecture, justement. C'est pour ramener un peu à la lecture et au livre tous ceux qui sont fâchés avec la lecture. Donc je travaille avec une correctrice qui est professeure de lettres modernes, donc on est très à cheval sur la langue française, donc ce sont des livres qui sont très bien écrits. Je ne pense pas avoir de coquilles dans mes livres, mais en même temps ce sont des histoires bien dans le temps et un peu, on va dire, un petit peu des histoires qui font un peu peur, un peu mystérieuses, un peu fantastiques, un peu voilà. Vraiment pour tous ces, j'essaie de ramener un peu des enfants qui sont plus sur le manga ou autre, ou qui sont plus dans les jeux vidéo, de les ramener un petit peu à la lecture en leur montrant qu'on peut vivre de vraies expériences personnelles et bien s'amuser aussi dans la lecture. Donc c'est vraiment c'est une cible pré-ado, oui. Ado. C'est pré-ado, mais là le prochain qui va sortir, qui est illustré par une jeune illustratrice qui s'appelle Laura Schneider, on est sur un livre album illustré, donc chaque planche, hein, on est sur un livre jeunesse. On va dire sur les 7-8 ans, donc c'est pas les tout petits, mais pré-ado, on va dire on commence tôt, quoi, on commence vers 7-8 ans. Ça c'est le roman première lecture, c'est le premier de la maison d'édition. Et là effectivement il faut savoir lire, donc on va dire c'est PCE1 selon l'âge de l'enfant. Oui, pré-ado, on va dire pré-ado. Au moment où on sort un peu de l'album tout couleur illustré en fait. Est-ce que c'est facile de créer sa maison d'édition? Non, c'est un parcours du combattant. En tout cas en France, ailleurs je ne sais pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, sans rentrer dans les détails, c'est qu'on est assommé au même titre que n'importe quelle entreprise. On se prend les mêmes charges, on se prend les mêmes cotisations, etc. Donc quand on démarre dans l'édition, c'est quand même un secteur qui souffre un peu, il faut le dire. Hein. Les salons sont de moins en moins remplis, les éditeurs ont de plus en plus de mal à produire. Tout est difficile dans ce milieu-là. Hein. Ça devient difficile, donc il faut ramener les enfants à la lecture. Ça passe aussi par les parents, je pense, qui doivent les éduquer de tout petit là-dedans. C'est pas facile de construire une maison d'édition. Par contre, c'est que du bonheur. Moi, c'est un métier passion que j'exerce. Hein. Oui. À côté de ça, effectivement, je suis aussi intervenante. Je fais pas mal d'interventions en milieu scolaire. Donc, on a la chance d'avoir un métier qui, certes, est un peu en dents de scie, mais chaque jour est différent, chaque mission est différente, chaque projet est différent. Voilà. C'est pas facile. Il faut avoir la foi, il faut avoir l'envie et il ne faut pas compter ses jours, il ne faut pas parler week-end, il ne faut pas parler 35 heures, quoi. Il faut travailler tout le temps. Et c'est un plaisir en fait. Oui, je pense que dans votre métier d'éditrice, le fait que vous soyez auteur, illustratrice, que vous ayez vraiment touché du doigt les réalités. J'ai touché les réalités, en même temps ça m'a donné peut-être un œil critique un peu peut-être plus sévère que la normale. Je suis très difficile dans mes choix en tant qu'éditrice. Ou effectivement des choses que moi je refuse, je vais les voir publiées quelques temps plus tard ailleurs, mais moi je les ai refusées. Je suis très difficile en fait, aussi bien dans l'écrit que dans l'illustration. Donc soit il faut vraiment que la personne me touche, il faut vraiment que je ressente à l'intérieur, mais c'est plutôt ce côté-là qui est difficile en fait, c'est de dégager mon émotionnel, on va dire, sur ce qu'on me propose. Il y a vraiment des choses que je reçois et qui sont éditables, on va dire, hein, qui seront publiés ailleurs, mais non, moi ça ne me touche pas, donc je suis très exigeante à ce niveau-là. Donc je produis peu, en fait 2 à 3 titres par an. Par contre, en général, ce sont des livres qui fonctionnent bien, et celui-ci, qui est le tout premier de la maison d'édition, a été travaillé dans des classes entières de CM1, CM2, avec cet auteur Marine Chastenay, qui est un auteur qui a beaucoup de talent. Et ça prouve que je ne me suis pas plantée sur mon choix, et effectivement, ce livre fonctionne très bien. Donc il y a une ambition éditoriale, on pourrait dire que quelque part c'est le mariage de la passion et de l'ambition? Alors non, l'ambition éditoriale, on ne peut pas dire que c'est une ambition éditoriale parce que mon métier d'auteur-illustratrice me satisfait pleinement. J'avais envie de boucler le métier, de faire le tour complet du métier.
Il y avait cette envie-là aussi, de connaître vraiment le métier à fond. Donc ça me permet aussi d'aller dans les imprimeries, de pouvoir expliquer, ne serait-ce que dans mes interventions scolaires après, de pouvoir montrer, d'expliquer aux enfants toute la chaîne du livre. Et puis voilà, et puis parce qu'il y avait des auteurs qui m'avaient proposé éventuellement des textes que j'avais pas eu le temps d'illustrer ou des projets de binôme que j'avais pas eu le temps de réaliser. Et puis en montant cette structure, ça m'a permis de dire allez, on se lance. Cette fois-ci, je me mets en position de dire oui, ce texte me convient. Voilà, j'ai moi aussi mon petit comité de lecture. Voilà, c'est une petite maison, mais avec tout ce qu'il faut, la correctrice, le comité de lecture. J'ai pas de comptable, par contre. Donc j'ai aussi la partie administrative qui est très très lourde en France, par contre. Ça, c'est, on va dire, c'est dans une maison d'édition, la partie administrative, c'est 70% du temps. Voilà. Ouais. C'est très très lourd en France de monter ce genre de structure. Mais c'était pas, non, être éditrice n'était pas une ambition première. D'ailleurs, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. C'était vraiment plus, voilà, j'avais envie vraiment de boucler le livre et de. J'entendais ça plutôt sur l'aspect avoir une idée précise de ce qu'on veut éditer, oui. C'est-à-dire avoir, je dirais, une ambition artistique par rapport à ce qu'on va dans la ligne éditoriale, dans la ligne éditoriale, oui. Et qu'effectivement, c'était peut-être le mariage de cette passion, oui. Puisque vous êtes en position ça, oui. En fait, d'auteur, d'illustratrice, et donc d'avoir cette ambition artistique et d'en faire une ambition éditoriale, mais pour la ligne éditoriale. Voilà, la ligne éditoriale, on va dire, oui, effectivement, c'est l'ambition que j'avais, entre autres, c'est justement d'aller chercher les enfants qui sont fâchés. C'était ça en fait. Je voulais vraiment aller chercher les enfants qui sont fâchés avec la lecture pour leur montrer que, voilà, moi j'ai 3 enfants, j'en ai un qui n'est pas très passionné par le livre, qui est un peu plus sur les jeux vidéo. Et ça a toujours été un peu désolant pour moi de voir que j'avais du mal à lui faire lire des livres, quoi qu'ici, mais maintenant, c'est venu plus tard. Donc je me suis dit, il y a plein d'enfants comme ça, surtout chez les garçons, à un certain âge, qui ne s'intéressent plus vraiment aux livres dès qu'on sort du manga, de la bande dessinée, etc. Donc oui, ça c'était l'ambition de la ligne éditoriale, c'est pour ça qu'elle s'appelle Au Piquet Édition, c'est vraiment pour les enfants passage, ceux qui n'aiment pas la lecture, d'aller les chercher, de leur dire mais lis ce livre, et ça fonctionne assez bien. Ça marche. Ça marche assez bien, en toute mesure, je veux dire, sur mon secteur à moi, je ne vais pas non plus, avec ma maison d'édition, je ne vais pas non plus à l'étranger ou autre pour l'instant, je diffuse moi-même en plus les livres de la maison, je vous dis c'est tout récent et je suis avec les moyens du bord. Mais oui, parce que j'ai des parents effectivement qui, je leur dis, mais essayez ce livre avec votre fils, voilà. Et j'ai après les enfants qui reviennent me voir sur d'autres salons, parce que je suis pas mal dans ma région, tu vas, et qui me disent ah c'est super, est-ce qu'il y aura un autre tome? Donc voilà, un peu à l'image, on va dire, de la collection Chair de Poule, voilà, qui finalement qui était à peu près le seul livre que lisait mon second. Mais bon, j'étais contente parce que ça, quand même, ça le plongeait dans un roman. Après, je regardais pas forcément la qualité du roman, mais au moins il lisait, quoi. Voilà. Je voulais qu'il lise et grâce à ça, il passait à la lecture. Donc voilà. Moi, je sors des tendances actuelles ou des problèmes sociaux actuels qui sont très, très prisés dans les lignes éditoriales actuelles où on va parler de tous les thèmes assez graves de la société, etc. Je trouve qu'on les débat assez comme ça partout. Il y a assez d'éditeurs qui se sont enquillés dessus. Moi, je voulais surtout pas faire là-dedans. Donc, j'ai dit non, moi, on connaît les problèmes actuels, on connaît, il y a des tas de thèmes très intéressants qui sont déjà bien exploités. J'ai dit non, moi, je vais aller chercher ceux qui n'aiment pas la lecture, parce que la lecture, après, c'est l'écriture, c'est le parler français, c'est le travail, c'est écrire. Enfin, la lecture, c'est fondamental. Donc, je voulais réconcilier l'enfant avec le livre. L'enfant qui n'était pas forcément attiré par le livre. Alors, le moteur, c'est quoi? C'est le plaisir? Le moteur, alors la passion, on va dire la passion du livre de toute petite, la passion du dessin, la passion. Moi j'ai commencé mes premiers concours d'Angoulême, j'ai commencé à 8 ans avec le prix junior, donc je suis vraiment tombée dedans. J'étais moi-même une passionnée de livres, j'avais tous les Tintins, j'avais tous les Martine à l'époque, enfin, j'adore le livre papier, je précise. Je refuse tous les contrats numériques qu'on me propose. Je suis fâchée avec le numérique, le livre numérique, j'arrive pas. Pour moi, un livre, c'est un toucher, c'est un papier, c'est une odeur. C'est un livre qui vieillit dans une bibliothèque, c'est un livre qui passe de génération en génération.
qui a été manipulé aussi bien par le grand-père que par l'enfant, par le petit enfant. Donc je suis très attachée à l'objet livre. Plus il est vieux, plus il est jauni, plus je le trouve magnifique. Donc ça, donc il y a cet amour du livre. Mon rôle aussi de mère, effectivement, était très important. Parce que je les ai habitués de tout petit à avoir leur propre bibliothèque. Et de tout petit, mes enfants n'ont jamais mâchouillé de livres ou déchiré de livres parce que j'ai réussi, je ne sais pas comment, à leur transmettre ça. Et pour eux, le livre était sacré. Ça se respecte. Ça se respecte. Donc de tout petit, les trois, de tout petit, j'en ai aucun qui m'a mangé un livre ou qui m'a déchiré un livre. Et si par hasard ou malheureusement ça arrivait qu'une page se déchire, c'était un drame, il fallait de suite que je répare la page. Donc on va dire que c'est l'amour du livre. Et surtout l'amour de ce que ça transmet. Et le fait justement, on peut tout faire passer par le livre. Et la Bible, c'est un des premiers livres. Voilà, moi je parlais de la Bible. Voilà, j'ai la Bible chez moi de mon arrière-grand-père, qui est toute petite, avec sa couverture en cuir. Voilà, j'ose plus l'ouvrir de peur que les feuilles se désintègrent. Mais je suis très amoureuse du livre et je suis très amoureuse de tout ce qu'on peut faire passer par un livre et de tout le message parental et le message aussi, l'éducation qu'on transmet par le livre, par l'écriture et par l'illustration qui accompagne, qui n'est pas là pour faire un copier-coller du texte, mais qui est là pour... L'illustration, c'est pas un copier du texte, c'est pas un copier-coller du texte, c'est ouvrir l'imaginaire de l'enfant. Ça lui permet de voir que dans l'illustration, il n'y a pas forcément tout ce qui a été écrit dans le livre et vice-versa. Et ça complète, ça lui permet de rentrer dans un autre univers, de le développer aussi. Et c'est riche pour l'imagination des enfants, c'est riche pour des tas de choses. Voilà, c'est une grande histoire. Moi, je pourrais vous en parler des heures de l'amour que j'ai pour le livre et pour le métier. D'ailleurs, il faut avoir de l'amour pour le métier pour persévérer dans ce métier-là, parce que c'est quand même difficile à notre époque. Merci Delphine. Je vous en prie.